Yo. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette 5e saison d'un Café avec ton courtier. Je m'appelle Pierre-Alain Saint-Laurent, je suis votre hôte aujourd'hui. C'est une saison qui est bien particulière parce qu'on est devant public, on est à la buvette, on est à la buvette chez Beaubien, sur la rue Beaubien. Et je suis très content d'être accompagné aujourd'hui par Patrick Bérubé de chez MCAP et Samuel Tessy de chez Industrielle Alliance Gestion Privée. J'ai-tu bien dit ça? Oui, très bien. Merci beaucoup d'être là, messieurs. Je veux remercier les gens juste avant qu'on commence. Évidemment, de l'accueil de la buvette Beaubien, malgré le fait que je massacre leur nom. On est très content d'être ici. Merci beaucoup à Veruska Hart, qui est ma partner et qui commandite cet épisode. Donc, merci beaucoup. Ça nous coûte moins cher. Messieurs, merci d'être présents aujourd'hui. Je voulais vous parler. Vous êtes deux rôles qui sont quand même bien différents dans ma vie à moi. Patrick est directeur développement des affaires chez MCAP, donc un prêteur hypothécaire. Parle-moi-en donc un peu de MCAP. Qu'est-ce que c'est? MCAP, qu'est-ce que ça veut dire? Là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ouais. Hein? Un prêteur, société de financement, prêteur hypothécaire virtuel. Donc, il y a différentes terminologies qu'on pourrait nommer pour lesquelles notre créneau d'affaires est orienté courtier hypothécaire pratiquement uniquement. Là. Donc, au-delà de tout ce qu'MCAP peut faire, là, on a du commercial aussi en tant que tel, prêt aux constructeurs, aux développeurs et ainsi de suite. Mais en gros, MCAP s'oriente vraiment à offrir des produits hypothécaires aux Canadiens depuis plus de 35 ans maintenant. Ouais, ça fait longtemps. Mais est-ce que ça fait-tu 35 ans que ça s'appelle MCAP? Ça a changé de nom. Ça a changé un hein? petit peu de nom, puis parallèlement, MCAP ne veut pas rien dire en tant que tel. Ouais. C'est des lettres qui fit bien ensemble, en gros. Mais ça fait plus de 35 ans qu'on sert les clients. On a un gros bassin de plus de 400 000 clients qu'on a servi à travers toutes les années. Donc, l'hypothèque, on connaît ça. Ouais. Donc, moi, ça fait 10 ans. Maintenant, là, près 10 ans. En janvier prochain, ça va faire 10 ans là, que je représente MCAP. Donc, fièrement. Merci d'être ici. Merci de m'avoir invité. Puis, tu sais, quand on dit que vous connaissez ça chez MCAP, mais toi, personnellement, je peux te dire que tu connais ça beaucoup. Moi, je me souviens évidemment d'avoir été dans une institution financière avant et je pensais que je connaissais bien ça, les hypothèques, mais évidemment, tu apprends énormément tes hypothèques à toi. De ton institution financière. Puis quand tu sors de cette institution financière-là, tu te rends compte qu'il y a du monde qui connaît ça en motadine. Il y a plusieurs options qui sont des fois difficiles à tout apprendre quand on connaît qu'une couleur, si on veut. Oui, c'est un peu la force du courtier hypothécaire aussi. Donc, félicitations en passant pour tes 3 ans. Merci. Puis on doit faire un travail de fondation et de connaissance des produits. Il y a une panoplie de produits qui existent. Je dirais plus de 200 probablement qui existent. On ne peut pas tous les connaître par cœur, donc c'est vraiment, en tant que courtier, être capable de bien cibler là, les prêteurs avec lesquels on veut travailler, puis les produits qui sont orientés vers la clientèle qu'on a visée en soi aussi. Ouais. Là. Donc, ouais. Merci. On a Samuel aussi à qui on va parler, parce que toi, tu viens d'un autre monde, là, dans le fond, conseiller en placement. Oui, exact. J'ai toujours de la misère avec votre titre. Vous autres, conseiller en placement chez Industrielle Alliance Gestion Privée. Toi, là, parce qu'évidemment, c'est mon 3e anniversaire. Patrick, tu l'as souligné subtilement. Tu as fait ça comme un renard. Mais ça fait 3 ans que je suis à mon compte comme courtier hypothécaire. Fait que je voulais faire une espèce de recap des 3 dernières années. Qu'est-ce que tu trouves, toi, qui a changé puis là, pas dans mon courtage hypothécaire, puis pas non plus dans ta vie personnelle, mais bien dans votre travail professionnellement dans la gestion de patrimoine? Tout à fait. Bien, merci de l'invitation, Pierre-Alain. C'est très apprécié. De notre côté, nous, en épargne, en fait, on agit un peu en amont de l'acquisition d'une propriété, en amont de l'investissement dans un projet. Donc, on aide les gens à déployer leur capital, à l'investir dans différents produits puis à optimiser leur fiscalité. Et aujourd'hui, dans le monde où on vit, donc tu me demandes qu'est-ce qui a évolué beaucoup dans les 3 dernières années, le prix des propriétés, l'inflation en général sur les loyers, mais sur l'alimentaire, hein, on doit tous se nourrir. Donc, cette inflation-là qui a été galopante dans les dernières années est très présente. Elle est présente dans nos vies, mais on le voit, elle est présente dans la vie des ménages qui doivent épargner, qui doivent constituer des mises de fonds. Et on le voit aussi même de parents assez fortunés qui doivent aider leurs enfants aujourd'hui à accéder à la propriété. Donc, je pense que c'est un changement qui n'est pas nécessairement récent des 3 dernières années, mais qui a été accéléré par l'inflation qu'on voit. Dans la banque de papa et maman, ça commence à être un peu un incontournable. On en a pas mal de besoins. Puis je suis sûr qu'il va y avoir des produits qui vont exister éventuellement pour permettre à des parents de prêter de l'argent à leurs enfants
enfants pour leur achat ou quelque chose comme ça. On verra où est-ce que ça va s'en aller. Ça sera une façon peut-être d'améliorer l'abordabilité, quoi qu'encore là, on travaille du côté de la demande. Bref, Patrick, je m'en vais trop loin, je m'emballe. Patrick, toi, dans les 3 dernières années, évidemment, ça fait 3 ans et plus que tu es chez MCAP, tu as été chez d'autres prêteurs avant. C'est quoi les gros changements majeurs que tu as pu observer dans les 3 dernières années? Bien, ce qu'on vient de nommer, tout simplement, est très vrai. Le coût de la vie, le panier d'épicerie, tout est beaucoup plus cher. Le prix des propriétés qui ont augmenté sans cesse depuis quelques temps. Mais moi, de ma perspective prêteur et à jaser beaucoup de coursiers, rappelle-toi, durant la pandémie, les taux ont atteint... ils ont tellement baissé bas, c'était historique en tant que tel, là, des taux en 1,84, 1,89. J'avais un client ce matin à 1,63. On voyait pas, c'était pas la normalité. Mais aujourd'hui, on voit, en fait, ça l'a amené plus de transactionnel. Donc, on dirait que le relationnel s'est un peu changé vers on fait des transactions. Donc, c'était comme un peu du fast-food hypothécaire parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Les gens pouvaient renouveler sans poser de questions. C'était très, très, très facile de faire des prêts hypothécaires. Tandis que maintenant, ce que je vois, c'est que là, évidemment, la qualité des dossiers aussi, c'est pas c'est effrité, mais c'est un peu plus complexisé. Puis on voit que le courtier hypothécaire aujourd'hui doit être davantage dans le conseil, rassurer les clients qui sont un peu plus insécures financièrement, trouver des solutions, travailler en collégialité justement avec des planificateurs financiers pour essayer de structurer, de planifier. Donc c'est beaucoup ce que j'ai marqué. Il y a beaucoup d'autres choses évidemment aussi, là, mais en gros, là, ça a été un des gros changements. La qualité des dossiers à souscrire est un peu plus complexe qu'elle l'était là, il y a quelques années. Puis tu sais, on le dit, il y a 5 ans, évidemment, bon, je n'étais pas à mon compte encore, c'est mon 3e anniversaire, mais j'étais dans le courtage hypothécaire d'une certaine façon. Ce qu'on voyait beaucoup, c'est que tu peux pas te tromper. Les taux étaient tellement bas que tu peux pas te faire l'erreur. Alors qu'en fait, il y a plein de gens qui en ont fait une très grosse erreur de prendre le variable qui a finalement augmenté énormément. Fait que tu sais, faut faire attention des fois quand les choses semblent trop simples, trop belles, trop faciles. Ben des fois ça peut être trompeur. Là, mais j'aime ce que tu dis parce qu'effectivement il y avait un produit à l'époque. Beaucoup de personnes n'avaient pas pensé. Ouais. Ou pour lequel les amortissements étaient beaucoup plus élevés finalement. Là. Donc ça aussi, là, ça a créé beaucoup de stress au niveau des clients et des courtiers hypothécaires aussi, là, effectivement. Ah non, absolument. C'est sûr que les taux ont tellement monté. Puis non seulement ils ont monté, mettons que tu montes de 3%, mais tu avais un taux à 1%, fait que tu viens de quadrupler ton taux. Là. Fait que oui. C'est pas juste, ça n'a pas juste monté de 3%, ça a quadruplé ton taux. Fait que c'est sûr que ça a eu des impacts qui ont été probablement un peu dévastateurs, du moins douloureux pour les ménages. Oui, effectivement. Puis il y a beaucoup de clients qui malheureusement ont mal évalué. Ont mal évalué que, bon, dans 3 ans ou dans 5 ans, peut-être que je vais me retrouver avec des paiements beaucoup plus élevés. Puis là, bon, on le voit, là, tu sais, un petit peu, là, les ratios sont un petit peu plus serrés au niveau des endettements. Donc, oui, effectivement. Là, donc, il faut être préparé. Puis je pense de faire affaire avec un planificateur financier pour se structurer, bien, c'est la meilleure chose à faire aujourd'hui, là, dans un monde comme on le voit présentement. Mais je revenais, tu sais, dans on parle des 3 dernières années, on parle d'un planif. Il y a des outils qui ont vu le jour dans les 3 dernières années. Je parle du CELIAP, évidemment, que vous devez utiliser beaucoup, j'imagine, que ce soit avec le parent, l'enfant, peu importe là, comment utiliser ça. Oui, tout à fait. Ben, si je peux bâtir sur ce que Patrick soulignait, les dossiers de crédit, ça se complexifie. Il y a une complexité additionnelle au niveau du refinancement, de l'acquisition d'une première propriété ou d'une deuxième. Et ça vient aussi au niveau de l'épargne, donc d'avoir une bonne structure d'épargne, de maximiser les régimes fiscaux, le CELIAP, le RAP, qui soit financé par papa et maman ou soi-même, là, les deux conjoints qui achètent ensemble la propriété. C'est devenu plus important. Donc, je pense qu'on est dans un monde plus complexe. Il y a une complexité, il y a une compétitivité au niveau du capital, puis on voit que c'est plus complexe d'avoir accès à une maison. Donc, il faut se préparer à l'avance. Il faut se faire accompagner, que ce soit au niveau du crédit ou de l'épargne, là, d'avoir un accompagnement pour optimiser ses régimes, puis maximiser ses chances d'acheter la maison de nos rêves. C'est là que excuse-moi, Pierre, c'est là que le conseil prend toute sa place. Ouais. Aussi, tu sais, avec des gens qualifiés, professionnels, qui vont donner des conseils avertis aux clients. Donc, c'est ça. C'est exactement ça. Puis, tu sais, c'est incroyable quand est-ce que le temps joue
peut jouer dans notre faveur ou contre nous, dans le fond. Puis c'est vrai évidemment à la retraite. Tout le monde le sait, il faut commencer à investir tôt pour qu'à la retraite, on soit bien. Mais pour acheter sa première propriété à 25-30 ans, c'est pas à 25-30 ans, faut que tu y penses. Faut que tu y penses. Faut que tes parents y aient pensé en te donnant des REE au début. Là, fait que c'est comme 18 ans d'avance. Là, rouler des REE en CELIAP puis en REER, ça devient quelque chose de populaire. Donc, tout à fait, les gens doivent être préparés. Et si on est bien accompagné, on a des parents qui nous aident un peu, un bon emploi, 2 à 5 ans, c'est quand même un minimum pour bien se préparer puis bien optimiser sa mise de fonds. Est-ce que la clientèle que tu rencontres de parents, des gens qui ont déjà leur maison, est-ce qu'ils ont cette réflexion-là à dire il faut que je mette de l'argent de côté encore parce que mes enfants vont en avoir besoin? Oui, je viens de payer les études universitaires, ouais. Là, ça m'a coûté de l'argent, l'appartement, tout ça, puis là, je dois encore épargner pour une mise de fonds de notre maison. Mais tout à fait, il y a blague à part, il y a des prévisions qui sont faites, des testaments, des legs du vivant là, qui sont faits de plus en plus pour aider les gens, en fait, leurs enfants quand ils en ont besoin. Ils veulent pas les aider quand ils auront 60 ans, ils veulent les aider à 30 ans quand ils ont un petit bébé. Et on le voit de plus en plus, là, en effet, des parents qui viennent s'investir dans l'achat de la première propriété. Pat, parce qu'on parle, les taux ils ont augmenté, les taux étaient bas pendant la pandémie. Ça a l'air de quoi les taux présentement? Puis tu peux parler de MCAP, votre réalité à vous autres, de la compétitivité avec les prêteurs. C'est encore bon d'aller dans le bureau de notre conseiller et de cogner sur la table pour avoir un meilleur taux? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Ben, les taux sont quand même prédéfinis un petit peu d'avance là, avec les actuaires des entreprises, des prêteurs comme nous en soi. Mais notre réalité à nous, c'est que depuis plus ou moins 2 ans, il y a eu une énorme disparité dans les taux d'intérêt de différents prêteurs, de différents joueurs bancaires. Puis j'ai rarement vu une aussi grande parité qui pouvait aller jusqu'à 50 points de base de différentiel avec mes taux à moi, par exemple, les prêteurs virtuels, les sociétés de financement, sur une aussi longue période. Ouais. Ça a fait peut-être un petit 2 ans, là, depuis février 2024, plus ou moins, qu'on voit ça. Donc, mon rôle a un peu changé dans la mesure où là, quand tu es dans les taux d'intérêt puis tu es très concurrentiel au niveau de la tarification, on fait des rencontres clients, des rencontres courtiers, je peux me permettre, pour aller chercher de la business. Donc, chaque rencontre va amener son lot de dossiers finalement. Mais aujourd'hui, c'est pour plus amplifier la relation. Donc, tu vois, le rôle a complètement changé. Puis je pense qu'aujourd'hui, le courtier hypothécaire qui va se démarquer dans ce sens-là, qui va être dans le conseil, dans l'empathie avec les clients, qui va les conseiller judicieusement, mais aussi être vraiment très transparent avec le client. Si le client n'est pas prêt à acheter aujourd'hui, ne pas le pousser vers une propriété peut-être un petit peu trop chère pour ses besoins, d'attendre un petit peu, d'accumuler plus d'argent et tout ça. Fait que nous, au niveau des taux, en tant que prêteur MCAP, on est très, très, très axé sur la rentabilité. Donc, pour nous, la compétition régionale fait en sorte qu'on ne va pas aller imputer notre rentabilité pour compétitionner. Donc, on va attendre le bon moment pour se positionner, mais on doit garder les relations intactes. Donc, être sur la route, mais d'une façon différente, je devrais dire. Fait qu'on dirait-tu que, puisque tu dis que d'autres institutions financières ont des fois des taux qui peuvent aller jusqu'à 0,5, pas tout le temps, puis évidemment, dans le variable, vous êtes vraiment très bon, dans le fixe, un petit peu plus difficile. Est-ce que c'est eux qui sont plus agressifs et qui acceptent de manger leur rentabilité, ou c'est vous autres pour des raisons X qui vous gardez une plus grande part qu'avant, une plus grande marge qu'avant? Ou... Bien, j'aime beaucoup ta question parce qu'effectivement, on pourrait croire que les prêteurs virtuels, on est plus... on va rester en arrière puis on va attendre un petit peu. Mais je crois sincèrement que le peloton, en fait, là, c'est comme un peu le Tour de France. Tu as des vélos en avant-scène qui courent pour le maillot jaune, puis tu as le reste. Mais en tant que prêteur, nous, je crois qu'on est vraiment dans la tarification plus standardisée, plus normale, alors que tu as certains prêteurs qu'on nommera pas qui, eux, sont plus en acquisition client, sont beaucoup plus orientés, puis c'est des grosses années de renouvellement, 2024, 2026, jusqu'à 2027 même, des méga grosses années de renouvellement. Donc, eux sont vraiment là dans la rétention, acquisition client. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent peut-être se permettre, puis étant donné qu'ils ont des produits dérivés, chose que nous, on n'a pas, bien, ils peuvent aller se rentabiliser d'une certaine façon aussi. Produits dérivés étant l'épargne et tout ça. Vous carte autres, de crédit, quand vous avez ça, vous faites, guichet automatique, compte bancaire et tout ça. Ouais. Vous autres, vous avez une hypothèque. Là. Des fois, c'est ce qu'on apprécie des prêteurs comme vous autres, parce que le client est avec une banque rouge, il va passer avec une banque bleue. Il faut qu'il crée un nouveau compte. Il faut qu'il y ait tout. Alors qu'avec vous autres,
tu gardes toutes tes habitudes Oui. pareilles, il va simplement avoir un versement qui va venir se prendre. Fait que des fois, c'est facilitant de faire affaire avec vous autres. En Oui. termes de simplicité, c'est pas là que vous avez des problèmes. Là, Non, puis de pouvoir communiquer avec le service à la clientèle toi-même en tant que courtier hypothécaire pour ton client. C'est très difficile de le faire au niveau bancaire aussi. Donc, il y a une proximité qui se crée. Donc, tu peux vraiment dérouler un tapis rouge à ton client, dire tu as besoin d'aide durant le cours de terme, je peux définitivement t'aider à ce niveau-là. Puis, j'enlève rien, évidemment, aux gestions financières et tout ça. Là, évidemment, chacun sa niche, puis il y a de la place pour tout le monde. La compétition, pour moi, elle est très, très, très saine. Il s'agit d'être capable de se démarquer dans les moments donnés, puis trouver un peu là, les produits peut-être plus nichés pour le marché dans lequel on est en ce moment. Merci. Sam, on parle de taux. Une autre chose qui impacte beaucoup les taux présentement, mais la rentabilité des placements, la rentabilité de bien des affaires, ben, c'est ce qui se passe évidemment en Iran avec le fameux détroit de Hormuz. On ne sait pas s'il va être ouvert avant Noël. Honnêtement, moi je savais pas que ça existait cet endroit-là, fait que je suis pas sûr encore. Comme on nous dit que ça existe, je savais pas avant. Donc, qu'est-ce que... Ils ont construit Dubaï à côté là, pour le surveiller. Qu'est-ce qu'il y en est? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ça va être quoi les impacts? Qu'est-ce qu'on vous surveille? Écoute, c'est une bonne... Pierre-Alain, ça, c'est une question à des millions de dollars. Là. Si j'avais tout ça dans ma boule de cristal, j'irais donner des conseils à M. Trump. mais malheureusement, je les ai pas. Mais un peu le mot d'ordre, c'est que ça n'a pas impacté les marchés plus qu'il fallait. En fait, autant surprenant que c'est, on est quand même dans une guerre au Moyen-Orient. Le baril de pétrole est en haut de 100 $, ce qui fait ça fait longtemps que ça n'avait pas eu lieu. Et malgré tout, les marchés sont sur des belles lancées pour 2026, particulièrement l'énergie. Donc, au Canada, on s'en tire quand même bien. Et aux États-Unis, ils tirent leur épingle du jeu avec l'IA et la technologie. Donc, bon an, mal an, je pense que la leçon qu'on apprend, c'est que oui, il y a des guerres, il y a des événements géopolitiques qui vont bouger. Qui font bouger les marchés, mais est-ce qu'on encourage les clients, comme un athlète qui fait son jogging, de poursuivre son jogging, évidemment, poursuivre son épargne, suivre son plan personnel, et c'est ce qu'il rémunère actuellement. Oui, les gens prennent des risques, sont investis dans une période de tension géopolitique comme on le vit actuellement, mais c'est très rémunérateur dans le temps. Et donc, on encourage les gens à maintenir leur plan, penser à leurs objectifs à eux et pas se faire brouiller avec les nouvelles qu'on voit au quotidien. Et on en voit beaucoup, en fait, aujourd'hui avec l'IA puis avec les algorithmes qu'on a tous dans nos téléphones. En effet, on voit beaucoup de mauvaises informations ou d'informations en général qui se croisent et c'est très complexe de tirer des conclusions, tout ça. Mais c'est un peu... c'est la mode des mettre sur sur des jugés un tout petit peu, là, les finfluenceurs, si je dis le terme comme il faut. Je pense qu'il y avait une série d'articles dans la presse là, récemment. Ouais. On est en mai 2026. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Je pense qu'il y a du bon et du mauvais. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas prendre les conseils et les appliquer tels quels. Il faut les personnaliser à notre situation personnelle, à notre situation financière. Puis c'est là qu'un professionnel peut nous aider à mettre la stratégie du finfluenceur en perspective avec nos affaires. Alors, on en voit dans tous les domaines, là, de la crypto aux assurances. Au maquillage, tu sais, aussi. On s'en sort des finances. Dans le choix de votre voiture, vous allez en avoir dans tout, en effet. Puis, on voit les clients informés. Fait que quand les gens arrivent, souvent, ils sont informés. Ils n'arrivent pas out of the blue. Ils ont regardé les nouvelles. Ils ont demandé à ChatGPT une allocation de portefeuille idéale. Les gens font ça facilement. Évidemment. Et ChatGPT donne des conseils. Il donne une réponse. Il a toujours raison. Il a toujours raison, mais il donne souvent la réponse que vous voulez. Si vous dites que vous êtes conservateur, il va vous donner une réponse en conséquent. Voilà. Il peut être pertinent, mais après ça, il faut l'adapter à sa situation. Puis forcément, les algorithmes manquent ou le ChatGPT manque d'informations sur la situation personnelle des gens. Donc, le conseil peut être difficile. Et l'application, surtout. Parce qu'on pourra tous se faire un régime ensemble sur ChatGPT. Ouais. C'est très facile de faire un régime. Mais je suis certain que si on paye une nutritionniste pour nous suivre au quotidien, on va avoir des meilleurs résultats sur notre régime. Donc, il y a aussi le mettre en application, là, ce que l'algorithme nous livre. Et c'est rarement fait, en fait, par les clients. Tu sais, ce que je vois beaucoup, encore là, c'est une espèce de... Suis-je un espèce de finfluenceur? Je fais des capsules sur les internets, sur Instagram, sur TikTok, whatever. Des fois, il y a des commentaires qui sont positifs. « Hey, bravo, je suis d'accord avec ce que tu dis. » Des fois, on a des commentaires négatifs. Puis c'est drôle, parce que je trouve que dans le placement ou dans l'épargne, les influenceurs sont encore plus virulents. Là. Ils vont dire « Hey, non, tes conseils sont pas bons. Tu peux faire ça par toi-même. Tu n'as pas besoin de personne d'autre. » Puis des fois, je me dis,
dit, c'est juste que c'est pas pour la personne. Tu sais, la personne qui écrit ça, elle dit, moi, j'ai eu des rendements meilleurs. Mais parfait, toi, tout va bien. C'est les gens qui décident de pas investir, tu sais, dans l'application, qui décident de pas appliquer parce qu'ils sont intimidés, parce qu'ils trouvent ça gros là, de commencer à faire un plan puis à s'investir. C'est ces gens-là, je trouve, qui ont vraiment besoin d'un conseiller professionnel. D'un professionnel. Il n'y a pas besoin d'un conseiller, il y a besoin d'un professionnel pour les amener. C'est exact. Moi, c'est mon constat dans ma pratique. Qu'est-ce que je vois, les gens, c'est que des fois, oui, le fameux le clash du passive investing. Ouais. De dire, mais je paye pas de frais, j'investis sur Disney tout seul. Mais le fais-tu vraiment? Oui, c'est ça. Le fais-tu vraiment et le fais-tu attentionnément au quotidien? C'est souvent là que le bas blesse. Et fait que je reviens à mon exemple du coach. Tu sais, le coach est là, il te donne un rendez-vous à 19h le mardi. Ben, tu vas aller t'entraîner. Tu vas faire une meilleure performance avec le coach que si tu l'avais fait tout seul. Mais si tu es un athlète expérimenté, probablement tu peux t'entraîner tout seul. Mais si tu es un novice, c'est peut-être pas le meilleur moment de commencer à 40 ans à s'entraîner. Donc, on encourage beaucoup les gens à prendre des conseils. Et le conseil est souvent rentable quand on regarde à la fin de la journée, là, quand les gens ont reçu les conseils, ont optimisé leur situation et ils gagnent au change. Donc, on a parlé de mes 3 dernières années, 3 années qui s'en viennent, messieurs. Qu'est-ce que vous pensez qui va être important? Comment qu'on fait pour faire de l'argent? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qui est important pour un courtier? Toi, Pat, tu as été courtier, tu as été prêteur. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est nécessaire? Un, c'est d'avoir selon moi, d'avoir une bonne visibilité en tant que courtier hypothécaire, se faire voir correctement, en transparence, honnêtement, de ne pas jouer de rôle, d'être soi, puis de prendre les clients par la main, je pense, aussi, de ce côté-là, de peaufiner ses connaissances. Aussi, je trouve ça hyper important. Tu sais, le marché évolue dans le temps, puis on doit évoluer aussi en tant que prêteur, aussi en tant que courtier. L'intelligence hypothécaire va prendre beaucoup plus de place aussi à travers les prêteurs. C'est déjà commencé aussi. Donc, on va voir d'autant plus d'automatisation, pardon. Hein, c'est un beau petit mot à dire. Tu l'as bien dit. Oui, j'ai très bien dit. Donc, il y a de ça qui va rentrer en ligne de compte, mais pour faire de l'argent, je pense que ça prend de la discipline et de la volonté. Ouais. Donc, de ne pas s'asseoir sur la chance, de ne pas s'asseoir sur... tu sais, il faut revenir à la base. Qu'est-ce qui nous a amenés là? Qu'est-ce qui nous a motivés à faire ce travail-là? Puis, qu'est-ce que je peux faire différent? Se poser ces questions-là aussi. Fait que pour répondre à la question, pour faire de l'argent, moi, je m'en vais dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui va changer beaucoup dans les prochaines années au niveau hypothécaire, selon moi? Mais passé 2027, le marché va se tranquilliser. Les taux vont monter, descendre graduellement, mais ils vont demeurer, je crois, en place un peu là, dans les taux qu'on voit en ce moment, là, dans les 3-4 %, et ainsi de suite, tout dépendamment, évidemment, ce qui arrive avec le fameux détroit d'Ormuz et notre voisin en arrière. Ça, on ne le sait pas, on ne le saura jamais, mais je pense que c'est d'être orienté sur les objectifs, comme tu l'as mentionné tantôt. Vraiment, là, c'est ça, travailler très fort. Sam? Les 3 prochaines années, moi, le détroit d'Ormuz ne m'inquiète pas particulièrement. Oui, il y a de l'inquiétude, puis il va y avoir des tensions géopolitiques, mais il y en a toujours eu. Mais le momentum qu'il y a autour de l'IA, les investissements massifs à coût de centaines de milliards qui sont faits par les grandes sociétés, notamment américaines, mais internationales, dans ce domaine-là, j'ai hâte de voir la monétisation de tout ça. Puis on devrait le voir dans les 3, 4, 5 prochaines années. Sur comment va évoluer le marché, en fait. Est-ce que tu dis pas, le mot que tu dis pas présentement, c'est la bulle. Est-ce qu'il y a une fameuse bulle où on est en train de vivre une révolution industrielle et on le voit comme professionnel dans nos travails au quotidien, on peut pas l'ignorer. Non. Il est là, les clients ont ChatGPT, on a ChatGPT, tout le monde là, les fameux language models. Et donc, du coup, il faut travailler avec, il faut s'épanouir avec. Je pense pas qu'ils sont là pour partir, mais j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer dans les 3-4 prochaines années. Ça va être intéressant. Puis, tu sais, on parle tout ça, mais l'inflation, on l'a pas trop connue encore. On est en mai 2026, je le rappelle. On était supposé avoir de l'inflation des tarifs. Là. On l'a jamais vécu vraiment encore non plus. Tout ça, il y a des vagues d'impact économique qu'on va ressentir éventuellement. On s'entend, ça prend toujours 12-18 mois avant que ça se ressente, là, ce genre de vague-là. Fait que les prochains mois seront intéressants. Je suis certain que les ménages canadiens le sentent, l'inflation de Costco. Oui, Pierre-Alain, je suis ça, certain. c'est sûr. Puis le conseil d'un courtier hypothécaire est d'autant plus important dans des moments d'insécurité comme ça que les clients, les consommateurs vont vivre. Puis je pense que le courtier prend de plus en plus de place. Puis je crois que dans les prochaines années aussi,
le courtage hypothécaire va davantage être encore plus populaire auprès des clients. Ben, nous, on va être là, c'est certain. Ça, c'est merci sûr. beaucoup, messieurs. Je Merci à toi. Une bonne fin de journée. Merci Merci de vous l'invitation. être déplacés. C'était le 2e épisode de la 5e saison d'Un café avec ton courtier. Merci à vous d'avoir été là. Merci à mes invités. Merci à la buvette Beaubien pour leur accueil. Et merci à la foule en délire. Merci beaucoup. On se revoit pour un prochain épisode bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant Un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.